Ils enfilèrent habilement des bas noirs et accélérèrent. Soudain, un câble métallique sur le pont s'éleva du sol, forçant la voiture blindée à s'écraser au sol. Les braqueurs accélérèrent aussitôt et utilisèrent le crochet pour défoncer la portière. Puis, armés de fusils automatiques, ils se précipitèrent dans la voiture. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient ciblé cette voiture blindée en route vers la banque. Après tout, il n'y avait pas un centime de liquide à bord. À ce moment-là, l'un des braqueurs courut en bas du pont et retira le pare-soleil. Une voiture blindée identique apparut soudain devant eux. Ils retirèrent alors le GPS de la voiture. Ils devaient l'installer sur la voiture autonome dans la minute, sinon le centre de commandement appellerait immédiatement la police. La braqueuse enfila alors un uniforme, monta dans une voiture de sport, accéléra et sortit précipitamment, tandis que la voiture blindée la suivait lentement. Les braqueurs firent demi-tour et entrèrent dans le parking souterrain voisin. Comme prévu, ils arrivèrent à la porte du coffre et tendirent la carte d'identité de l'escorte au garde par l'ouverture. Cependant, dès qu'il eut jeté un coup d'œil, le garde s'écarta et dit « Espèce d'idiot, je ne dirai rien, c'est tout mon argent, ne faites rien. » Peu après, le garde ressortit et dit « Merci, merci. » Ils réussirent ainsi à pénétrer dans le coffre. Ils remirent leurs masques, sautèrent de la voiture au hasard et prirent le personnel en otage. Ils installèrent la bombe préparée à l'avance sur la porte, puis se cachèrent dans le coffre, de l'autre côté du fourgon blindé. Aussitôt, la sonnette retentit tristement, mais la porte s'ouvrit comme prévu. L'un d'eux se précipita à l'intérieur et fouilla la réception, tandis que les deux autres montaient la garde et surveillaient le personnel. Bientôt, leur compagnon jeta 3 gros sacs de billets, chacun portant un sac sur son dos. Ils mirent alors le feu au fourgon blindé et se dirigèrent vers l'autre mur pour affronter les braqueurs, comme prévu. Il fit aussitôt demi-tour et fit marche arrière devant ses compagnons. Tous trois rangèrent rapidement leurs sacs dans le coffre et s'enfuirent tranquillement sous les regards incrédules des passants. La femme sortit précipitamment de la voiture et sortit son téléphone portable pour appeler la police, mais l'instant d'après, le canon d'un pistolet noir fut pointé sur elle. 3 individus masqués surgirent de nulle part et déclenchèrent un massacre effréné sur le parking. Il ne fallut que 20 secondes pour tuer tous les occupants. À ce moment-là, les 4 braqueurs ignoraient totalement ce qui se passait. Ils appliquèrent le plan. Ils enfilèrent d'abord des costumes flambant neufs, allumèrent des cocktails Molotov maison, puis s'enfuirent à bord de 2 voitures préparées. Ils pensaient pouvoir vivre dans le luxe à partir de ce moment, mais ils ignoraient que les vrais problèmes ne faisaient que commencer. La nuit, alors que Frank s'apprêtait à quitter la ville, 2 voitures de police apparurent soudain derrière eux. Le jeune frère sortit la tête et tira sauvagement sur eux, mais les policiers, impassibles, accélérèrent et s'approchèrent. Le jeune frère sortit une boîte de clous et la leur lança. Frank ne pouvait pas être content du tout, car il ne se comprenait pas. Quelle brutalité! Alors qu'ils étaient pris de panique, une rangée de phares les frappa au visage. La voiture derrière eux ne put esquiver à temps et les percuta de plein fouet. Le jeune frère se réveilla le premier. Il ouvrit le feu et ouvrit un escalier de secours avec la police. La fusillade féroce réveilla rapidement Frank. Il trébucha hors de la voiture et échappa peu à peu à l'encerclement sous la protection de son jeune frère, mais fut abattu par les tirs de la police. Frank sauta du pont et se jeta dans la poubelle. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il put, par chance, sauver sa vie. Le lendemain, le procureur général a tenu une conférence de presse et a annoncé que 8 personnes avaient péri sur le parking. Parmi elles, une femme était en réalité juge. Elle enquêtait sur une organisation criminelle depuis 30 ans. Une semaine auparavant, elle avait arrêté l'un des membres grâce à des indices. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a été tuée sur le parking. Ils ont donc identifié Frank et d'autres comme membres de cette organisation. Le braquage de la banque n'était qu'un mensonge. Frank était alors assis devant la télévision, l'air perplexe. Bien qu'ils aient braqué la banque, ils n'ont blessé personne du début à la fin. De toute évidence, quelqu'un voulait profiter de l'occasion pour les piéger. Afin d'éviter d'être instrumentalisé par l'homme de l'ombre, il comptait enquêter sur la vérité une fois la crise passée. Cependant, alors qu'il sortait de la voiture, un groupe de policiers est apparu et l'a encerclé. Lâche-toi, accroupis-toi, accroupis-toi. Aussitôt, il a été conduit au commissariat, hébété. Face aux accusations de la police, il était dévasté. Je n'ai pas dit ça. N'en dis pas plus. Je ne suis pas un tueur. Zut, tu n'es pas un tueur. À ce moment-là, le directeur assis à côté de lui sortit le rapport. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? La première analyse était correcte. C'est toi qui as tiré sur l'inspecteur. Comment l'expliques-tu? Frank était emprisonné, mais il n'est pas resté les bras croisés à attendre la mort, car il avait reçu une information selon laquelle les badauds dehors essayaient de l'aider à s'évader. Cette nuit-là, quelqu'un a voulu allumer une banderole pour attirer les gardiens. Il a utilisé du fil de fer pour accrocher la banderole qui est tombée de l'étage. Il y avait un téléphone portable dedans. Il a rapidement appelé les badauds pour discuter de la suite. Le lendemain matin, un gardien a fait irruption dans sa chambre. Je suis là pour vous aider. Il a ramassé le paquet sur la table et s'est allongé. Il a écouté attentivement à la porte le mouvement extérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Puis il ouvrit le paquet et confirma la présence de la bombe. Il frappa ensuite au carrelage et plaça soigneusement la bombe à l'intérieur. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Il posa aussitôt ses outils et prit la serviette à côté de lui. Lorsque le gardien vint lui demander de manger, il le vit faire des pompes par terre. Il s'en sortit de justesse. Cet après-midi-là, Vic se déguisa en femme du Moyen-Orient pour visiter la prison. Mais l'instant d'après, il sortit un fusil de chasse, le pointa sur la tête du gardien et posa une bombe sur la porte. Celle-ci explosa instantanément. À ce moment-là, la voleuse entra directement dans la prison. Ils défoncèrent la serrure en fer de la porte, prirent le gardien en otage et entrèrent. Qui a dit ça?
Les autres déposèrent leurs armes à la vue de l'alarme. Frank entendit l'alarme et comprit que l'action avait commencé. Il utilisa immédiatement le matelas comme bouclier et la bombe pour sceller la porte de la cellule. Puis il prit également un gardien en otage. Ils travaillèrent ensemble et se rencontrèrent bientôt. Mais l'instant d'après, Vic força le gardien à ouvrir la pièce où étaient détenus les membres de l'organisation criminelle. Devant le regard perplexe de Frank, il expliqua qu'avec eux comme otages, les policiers n'osaient pas tirer. Ils se dirigèrent alors prudemment vers la porte et découvrirent qu'un important groupe de policiers avait encerclé la prison. Afin de masquer la vue du sniper, ils demandèrent à chacun de tenir un parapluie noir comme protection. Puis, devant tout le monde, ils retirèrent l'épingle de sûreté du parapluie. Alors que les deux camps étaient au coude à coude, une policière se leva soudain et demanda à remettre l'otage dans la main de Frank. Soupçonnant quelque chose, elle enquêta secrètement sur l'organisation criminelle. Mais elle découvrit par hasard que le tatouage sur la main de l'un des membres était identique à celui du directeur. Pour découvrir la vérité, elle devait sauver Frank afin d'obtenir plus d'indices. Ils demandèrent alors aux membres de l'organisation de s'allonger sur le pare-brise et démarrèrent la voiture sans scrupule. La police ne les intercepta pas. Ils n'eurent pas le temps de discuter, l'hélicoptère les surveillant de près. Ils s'enfuirent dans le tunnel comme prévu. Une voiture neuve était garée là, préparée de longue date, mais alors qu'ils étaient encerclés, une balle jaillit de la voiture. L'homme masqué apparut soudain les surpris. La braqueuse tenta de tirer à distance le braqueur encore en vie avec son arme, mais fut prise dans une embuscade par l'homme par derrière. Furieuse, elle lança la balle et engagea une violente fusillade avec l'homme. Elle ne remarqua pas que le chef s'était discrètement approché d'elle par derrière. Il leva son pistolet et appuya sur la détente en direction de la policière. Heureusement, la policière portait un gilet pare-balles et ne fut pas grièvement blessée. Profitant de l'espace entre l'homme masqué et la police, il monta dans la voiture et s'enfuit rapidement avec eux. Le braqueur, qui sentait la mort venir, dit la vérité. Il avait en fait été soudoyé par le chef pour tuer la juge lors du braquage de la banque, puis avait trahi Frank et l'avait emprisonné. Finalement, il avait profité de l'évasion pour tuer les membres de l'organisation. Tout cela avait été orchestré par le chef en coulisses, mais il ne s'attendait pas à devenir sa cible. Voyant son seul compagnon mourir sous ses yeux, Frank jura de tuer le chef pour se venger. À ce moment-là, la policière lui arracha soudain le pistolet de la ceinture. Comprenant qu'il était en infériorité numérique et qu'il lui serait difficile de se venger, il accepta les conditions de la policière. Ensuite, ils se rendirent au domicile d'un procureur principal. Cet homme haïssait le mal et était extrêmement impitoyable. Cependant, peu après l'entrée de la policière, le chef arriva avec ses hommes. Frank sortit rapidement de la voiture et se faufila par la porte arrière, mais la scène qu'il vit bouleversa complètement ses trois visions. Le procureur principal était en réalité le même que le chef. De toute évidence, les membres de l'organisation criminelle de l'époque étaient devenus des individus influents. Comprenant que la situation était précaire, Frank évacua rapidement la maison. Alors qu'il s'apprêtait à emmener la policière, il démarra précipitamment pour attirer l'attention. Bien qu'il ait tué le chef sur le coup, la policière mourut également. Il comptait se venger à sa manière. Le lendemain, il suivit le procureur principal à moto. Lorsqu'elle monta dans la voiture, il se précipita sur lui. Puis il remit les preuves recueillies par la policière à des centaines de membres des forces de l'ordre. Il pensait que ces preuves pourraient lui permettre, à lui et à ses compagnons décédés, de faire justice et d'exaucer les dernières volontés de la policière.